Acceleration Program. Je pense que ça serait super comme important que tu leur passes, ça serait intéressant. Je pense que tu pourrais leverager des insights sur le go-to-market, comment ils ont développé le produit, etc. Puis, bon, sur ce, parle-moi un peu go-to-market, à qui tu vends, etc. Comment tu monétises la plateforme. Donc le chatbot, il serait offert gratuitement. Mais le device, donc on a un hardware qui lui, c'est de la stimulation électrique non invasive qui serait offert aux cliniques privées, qui seraient des primo-adoptants. On a aussi les laboratoires de recherche qui, pour pousser, pour essayer avec d'autres pathologies, veulent avoir ce type de device parce qu'il leur permet d'utiliser leurs propres algorithmes, ce qui n'est pas le cas avec les technologies existantes. Et puis, l'idéal pour nous, ce serait de passer par les assureurs. Ouais. Je pense que les Kento, c'est une stratégie qu'ils adoptent. Ils peuvent aussi monétiser via les hôpitaux aux États-Unis qui ont des plus grands budgets qu'ici. Donc, ça peut être aussi une autre approche. Surtout avec le changement de réglementation qui se passe présentement aux États-Unis, où est-ce que le quality-based care devient de plus en plus important plutôt qu'être sur un volume approach. Donc, je pense que ça pourrait être quelque chose à explorer. Je suis curieuse de savoir, souvent, quand on rentre dans une place où on a besoin de la réhabilitation, c'est souvent via les hôpitaux. Donc, quelqu'un, il y a un ACV, il y a un accident, il y a quelque chose. Donc là, on passe de l'hôpital, où il y a des soins intensifs, et passe à un centre de réhabilitation. Puis il y a tout le monde là qui recommande justement des outils. Donc là, j'entends que vous voulez aller directement en privé. Je me demande si vous avez considéré que la plupart du monde qui tombe en réhabilitation, en fait, prend les recommandations des gens qui sont formés dans tous ces métiers aussi. Donc, moi, je me pose la question, like functional, like FES, Functional Electrical Stimulation, ça, c'est souvent quelque chose que les gens apprennent dans une sorte de réhabilitation. Donc, en ayant passé par juste une voie privée, lorsque la vaste majorité du monde rentre dans les réhabilitations via les hôpitaux et les médecins qui recommandent, vous ne pensez pas que vous allez comme se couper une voie d'accès, à élargir l'accès? Je vous remercie pour la question et j'en profite pour clarifier. Nous, notre but initial, c'est vraiment les hôpitaux et les centres de réadaptation. Okay. C'est juste qu'ils ne sont pas toujours friands de la technologie, ce n'est pas les environnements faciles d'accès. Donc si on commence par quelques cliniques privées pour démontrer que ça fonctionne, ça nous permettrait d'aller vers les hôpitaux. Mais notre but principal, ce sont les hôpitaux et les centres de réadaptation. Mais les gens arrivent dans les centres privés comment? Souvent par... Après le centre de réadaptation. Exact. Donc c'est comme vous allez les recevoir au moins 6 mois après l'accident, c'est ça? 3 mois. 3 en mois. moyenne. OK. Donc vous ne serez pas comme à l'arrivée, le soin. Parce que si vous voulez améliorer, l'impact est dans les premiers 3 mois dans une réhabilitation. Donc ça risque que vous allez avoir des résultats moindres parce que vous avez accès à ce moment-là seulement à des 3 mois, non? C'est vrai, c'est une possibilité, mais si vous connaissez un hôpital qui serait prêt à nous adopter, je les contacte demain matin. Après, je connais Lindsay, Lindsay très bien. C'est avec eux qu'on travaille. OK. Oui, on travaille avec lycée Gingras, les professeurs là-bas. C'est pour ça que c'est des primo-adoptants, mais en termes de laboratoire de recherche, et eux qui vont pousser la technologie vers l'hôpital. Exact, c'est ça. C'est ça notre stratégie. Ah, super, OK. Et CHU Sainte-Justine, le centre Marie-Enfant. Okay. On fait à la fois du pédiatrique et des personnes adultes. Et tant que la technologie, est-ce que c'est similaire à la FIS? C'est quoi ce qui est différente dans la chose? Donc, comment ça marche? Ce qui est différent, c'est que la stimulation non invasive existe depuis les années 70, mais le paramétrage se fait manuellement d'une séance de réadaptation à l'autre. Avec l'IA, c'est qu'on va aller couper les 2 semaines d'attente en 1 minute. On va venir capter les paramètres de chaque patient et adapter la stimulation en conséquence. Donc, au lieu de juste setter les choses en statique pour 15 minutes, vous allez comme ajuster. La forme d'onde va varier pendant toute la période de la réadaptation, alors qu'actuellement, elle est vraiment comme ça. C'est ça, puis il faut qu'il y ait une intervention d'une technicienne ou un physiothérapeute pour l'ajuster. Vous allez proposer dynamiquement les changements. Et c'est l'IA qui va le faire, donc la personne pourrait aussi le faire à la maison. Ah, très cool. OK, merci. Bon, merci.
présentation et une mission hyper importante. C'est important d'avoir des entrepreneurs qui travaillent sur des choses. Est-ce qu'il y a une histoire derrière ça? Est-ce qu'il y a une raison pourquoi vous êtes lancé dans cet environnement-là? Alors, ça vient des travaux de recherche de mon cofondateur. Pendant son doctorat, il travaillait avec des personnes qui venaient à la suite d'un AVC tester de la technologie pour essayer de remarcher, de retravailler du mouvement. Moi, je suis en santé publique, je travaille sur les questions d'innovation responsable en santé. Pas juste développer la technologie à des millions de dollars et s'attendre à ce que la RAMQ rembourse, et qu'on a un travail collaboratif à faire pour s'assurer que ça puisse se rendre au chevet du patient. Et c'est comme ça, en fait, qu'on s'est rencontrés, en se disant qu'on essayerait de démontrer que c'est possible. J'ai compris que il y a un côté hardware à ce que vous êtes en train de faire. Mais dans votre histoire, vous parlez de chatbot et vous parlez de système de communication entre patients. Pourquoi aller là-dedans? C'est une demande des patients. Ils veulent pouvoir communiquer entre eux. Exactement. En fait, on organise chaque mois des ateliers de co-design avec les patients et les proches aidants. Et la première chose qu'ils nous demandent, c'est on n'arrive pas à s'orienter dans le système, on ne sait pas vers qui aller. Et quand on quitte le centre de réadaptation, on ne sait pas quoi faire. Mais est-ce que c'est votre rôle comme développeur de technologie de les aider à ce niveau-là? Je comprends l'importance pour eux qu'ils ont ce besoin, mais comme technologue qui développe une technologie qui va être installée, qui va réadapter, pourquoi les aider sur ce côté soft et ne pas travailler avec une autre firme que c'est ça leur but dans la vie, c'est de supporter le côté humain? Je suis d'accord avec vous, oui, le volet santé mentale est très important, mais on n'a jamais exploré l'idée de collaborer avec quelqu'un qui a déjà ce type de chatbot, mais merci pour la suggestion. Est-ce que vous connaissez Aura Medical? Oui. Oui, parce qu'il me semble qu'elle essaie aussi de travailler dans certains aspects de ce que vous êtes en train de faire. Elle s'est concentrée plutôt sur un mécanisme physique, mais il y avait des éléments où sur le test, elle faisait le pitch d'un produit qui stimulait, mais je ne suis pas sûr que c'est rendu là. Et elle est déjà dans certains hôpitaux. Oui, le produit qu'on a vu, c'est pas celui qui stimule, mais qui permet en fait de garder les enfants debout. Oui, mais elle a une ambition de faire, si je ne me trompe pas, un élément de stimulation. Alors il me semble que si vous la connaissez, tant mieux. Bravo, c'est vraiment cool. Juste une question pour moi, c'est pourquoi vous avez ciblé les enfants? On sent que c'est un marché pas facile du tout. Et alors pourquoi quand vous avez commencé dans les enfants? On a commencé avec les enfants parce que leur cerveau, c'est vraiment une toile neuronale qui est extraordinaire. Ils ont une excellente neuroplasticité. Ça veut dire qu'ils sont capables à réapprendre le mouvement beaucoup plus rapidement que des adultes. Ok, mais dans juste perspective économique, est-ce que c'est un marché plus profitable en comparaison des adultes ou des athlètes ou des anciens soldats ou... Pour une question de profitabilité, on a un investisseur qui voulait travailler avec les athlètes, mais nous on pense qu'on va pas dépenser notre énergie à rendre des enfants encore plus forts. Donc on a préféré. Alors, ok, d'accord. Alors Fantasia, c'est plutôt comme une entreprise sociale que comme une pure start-up ou quelque chose comme ça. Non, c'est une entreprise privée à but lucratif. Mais si vous avez une opportunité pour comme cibler un marché comme des athlètes, qui est beaucoup plus profitable, mais vous avez décidé de dire non, on va commencer les enfants, alors il me semble que ce n'est pas vraiment une stratégie avec le seul but de gagner de l'argent. Non. Nous, on veut faire remarcher les gens gagnant de l'argent. Ok, d'accord. Voilà. Devez-vous passer à travers un processus FDA ou l'équivalent canadien? Oui, ça c'est dans nos projets pour 2026. Ok, puis ça devrait prendre combien de temps avant d'avoir l'approbation? Une année. Une année. On est en classe 2. Et ça devrait coûter à peu près combien? Un petit $500 000. Donc c'est pour ça que vous raisez. C'est pour ça que vous raisez $500 000 pour passer à travers. Merci. Donc merci beaucoup Léla.